Fardine, tu peux commencer, hein. Oui, bonsoir. On peut commencer déjà? Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Shafaddin Senussi Abdelkerim. Donc, heureux de vous retrouver en fin de cet après-midi dans le cadre de ces activités relatives à la sous-commission de la sous-commission recherche de la FRAN. Le comité de jeunes néphrologues de la FRAN lance ce jour une nouvelle série de webinaires. Bon, il faut dire que c'est une première webinaire appelé Share Your Article. Donc, cette activité a pour but de mettre en lumière le jeune néphrologue africain impliqué dans la recherche scientifique, mais aussi d'offrir un cadre d'échange scientifique pour l'apprentissage à la rédaction scientifique aidé par des experts. Et comme expert qu'on a ce soir, nous avons le plaisir en fait d'accueillir le professeur Delaney. Donc, le professeur Pierre Delahaye, c'est un professeur en néphrologie au centre hospitalier universitaire de Sarthe à Tillman, à Liège, en Belgique. Il travaille au centre de modélisme hospitalier. Ses sujets de recherche sont le mesure et l'estimation du début de filtration glomérulaire, l'épidémiologie de la maladie rénale chronique, les anomalies du métabolisme phosphocalcique en dialyse et la fragilité en néphrologie. Dans ces domaines de recherche, il souligne aussi l'importance des interconnexions entre la néphrologie et la biologie clinique. Nous avons également notre orateur ainsi que Dr Léo Samuel Badou. C'est un néphrologue à l'hôpital provincial de référence de Kitamba à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il travaille en centre de modélisme hospitalier à Kinshasa et aussi un consultant au ECS-MDN. Donc, ces sujets d'intérêt sont le trouble minéraux et aussi chez les patients hémodialysés chroniques. Il a également l'intérêt pour la maladie rénale chronique et le suivi pré- et post-greffe rénale. Il souligne en particulier l'importance de la révision cible de la parathormone dans la population noire africaine en hémodialyse. Donc, l'article qui est choisi ce soir, qui sera présenté ce soir, est intitulé sur la vitamine D et l'hormone parathyroïdienne intacte des patients hémodialysés chroniques congolaises, évaluation des objectifs CADIGO. Donc, sans monopoliser la parole, le professeur Delahaye, je vous passe la parole pour l'introduire. Merci. Merci beaucoup, cher confrère. Donc, je suis très heureux, très honoré de participer à ce premier webinaire Share Your Article. Je vais directement passer la parole à mon collègue, le docteur Samuel Lello, qui va nous présenter son article qui vient d'être publié. Ensuite, nous donnerons la parole aux participants pour des éventuelles questions auxquelles Samuel ou moi-même essayerons de répondre. Ensuite, je reprendrai la parole pour commenter un petit peu l'article. Alors, le but, évidemment, c'est pas de critiquer pour critiquer, hein, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des critiques constructives pour essayer d'améliorer les choses et donner des conseils, encore une fois, tout à fait constructifs pour que chacun puisse y trouver des informations utiles s'il voulait rédiger un article. C'est un peu le but, je pense, de ce webinaire. Et je voudrais encore remercier les jeunes néphrologues de la FRAN pour cette invitation. Samuel, je te laisse la parole. Merci, cher professeur Delaney, pour la parole accordée. Je salue tous les participants à ce webinaire. Je remercie de prime abord les comités de jeunes néphrologues de la FRAN d'avoir pensé à ma modeste personne pour présenter cet article qui est le fruit de l'ensemble de néphrologues congolais. Je remercie également le professeur Delaney pour avoir accepté la modération de cette activité qui commence ce jour. Samuel, on t'entend pas? Oui, je partage. Voilà. L'article est intitulé 25 hydroxyvitamine D et parathormone intacte chez les patients hémodalysés congolais, évaluation des cibles CADIGO.
Cet article était paru le 19 février de cette année 2024 dans le journal International Journal of Nephrology and Renovascular Disease. Cet article a bénéficié de la participation de l'ensemble des néphrologues congolais, comme je l'ai dit tantôt, de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa, de la collecte des données jusqu'à l'analyse de ces données et de la rédaction de cet article. Donc, il est pour moi important de remercier les acteurs qui ont mis la main à la pâte pour que cet article soit publié cette année. Je remercie donc le professeur Jean-François Pantaleon Kajingulu qui a mis tous les moyens pour mener à bon la récolte des données ainsi que l'analyse de ces données. Je remercie ici le professeur Jean-Robert Makulo, mon maître, qui a, dans son apport, été immesurable dans la rédaction de cet article. Voici le plan de présentation. Que nous allons suivre. En guise d'introduction, nous disons que la maladie rénale chronique constitue à ce jour un problème majeur de santé publique. Pourquoi? Eh bien, par sa prévalence. Dans le monde, 3 à 15% de sujets adultes sont concernés. En RDC, Soumaïli, en 2009, a rapporté une prévalence de 12,4% chez les adultes dont l'âge est supérieur à 20 ans. Bukabaou, quant à elle, a rapporté une prévalence de 2% chez les élèves finalistes des humanités en 2012. Elle constitue un problème de santé publique également par son incidence, notamment par la flambée des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, et dans nos régions, la part de pathologies infectieuses et celle de la toxicité des plantes est non négligeable. Également à cause de son coût, qui est exorbitant dans notre milieu, surtout au stade 5. Notons que mon pays, la prise en charge en dialyse n'est pas encore subventionnée. En France, la prise en charge annuelle en centre, le coût est de 90 000 euros par an pour l'hémodialyse et pour la dialyse péritonéale est à 70 000 euros par an. Et chez nous, en RDC, ISEIDI a rapporté un coût direct global de 28 000 $ par an. Malgré la mise sous dialyse, la mortalité reste élevée chez cette population, notamment la mortalité cardiovasculaire. Et DOPS 2000 a rapporté une mortalité après une année de mise sous hémodialyse de 16% en Europe, de 9% au Japon. En RDC, Mokoli en 2016 a rapporté une survie après 2 mois de mise en hémodialyse de 91% après 2 mois, après 6 mois de 67%, après une année de 57%. La pénurie de greffons rénaux est un réel problème dans notre milieu, il faut le signaler également. Cette maladie rénale chronique entraîne plusieurs complications, dont les troubles du métabolisme minéralo-osseux. Et ces troubles, CADIGO 2017 est défini comme l'ensemble de l'association des anomalies du métabolisme phosphocalcique, l'atteinte osseuse et les calcifications vasculaires et extravasculaires. Quel est le rôle du rein dans la synthèse de la vitamine D? Nous rappelons que la synthèse de la vitamine D commence soit par la voie alimentaire, soit par la voie cutanée. Et par la voie cutanée, nous savons que le substrat initial est l'acétylhydrocholestérol qui subira par l'action des ultraviolets
leur métabolisation en transformant ces substrats en cholécalciférol, qui, lui, sera pris en charge par la vitamine D binding protein, qui l'acheminera vers le foie pour subir l'hydroxylation en position 25 via l'enzyme 25-hydroxylase. Ensuite, la 25-hydroxyvitamine D sera ainsi synthétisée, qui bénéficiera également de l'accompagnement de la binding protéine vitamine D vers le rein, cette fois-ci vers la cellule tubulaire proximale. Sous l'action de la mégaline, celle-ci va subir une endocytose et va rencontrer ainsi la 1-alpha-hydroxylase, cette enzyme sécrétée au niveau du rein qui va la transformer en une forme active. Que dit-on de la genèse de ces troubles dans la maladie rénale chronique? Les primo-movens est donc la baisse du débit du filtration glomérulaire. Et de là, en réaction à cela, au niveau osseux, il y aura libération accrue d'un facteur, les fibroblast growth factor 23, d'une part, pour tamponner l'élévation précoce du phosphate. Et ce qui explique que le taux de phosphate dans des stades précoces restera normal jusqu'à ce qu'il y ait un dépassement de cet effet phosphaturique. Et l'on sait que l'élévation de FGF23 a pour action une inhibition de la 1-alpha-hydroxylase. Par conséquent, la 1-alpha-hydroxylase n'étant pas sécrétée, nous allons assister à une absence de l'activation de la vitamine D, dont la forme active ne sera pas produite. Par conséquent, il n'y aura pas une absorption intestinale du calcium, il y aura une hypocalcémie qui va se présenter, et en réaction, au niveau de la glande parathyroïdienne, il y aura une augmentation de la synthèse de la parathormone, qui est reconnue, je le rappelle, comme hormone hypercalcémiante. Alors, parlons du remodelage osseux dans la maladie rénale chronique. Il y a des cibles de la PTH que la société de Cadigo, le tout dernier en 2017, a préconisé. Pour favoriser un remodelage osseux harmonieux, vu la résistance de l'os à l'action de la PTH, il faudra des valeurs plus élevées et la cible est fixée de 2 à 9 fois la normale pour enfin obtenir un remodelage osseux harmonieux. Lorsque cette PTH est très élevée, supérieure à 600, donc au-delà de 9 fois la normale, elle expose les patients à des complications de type ostéite fibreuse. Lorsque le taux est très bas, c'est-à-dire inférieur à 2 fois la normale, eh bien, il y a aussi des complications osseuses qui peuvent se former, notamment l'os adynamique. Nous avons, au début de notre speech, évoqué les risques cardiovasculaires qui est en fait la cause principale des décès chez nos patients. Eh bien, les troubles du métabolisme minéralo osseux font partie des pourvoyeurs de ces complications. L'hyperphosphatémie à elle seule est un facteur de risque indépendant des complications cardiovasculaires parce qu'elle transforme le muscle lisse vasculaire en cellules ostéoblastiques. Il y a aussi la part de toxines urémiques, notamment l'indocylsulfate, qui fait les lits de ces complications également. Donc, vous comprenez que le muscle lisse vasculaire aura une consistance proche de celle de l'os et s'en suivra le durcissement de l'artère et des complications que nous connaissons. Quelle était la méthode de cette étude? Nous rappelons que c'est une étude transversale analytique qui s'est
qui s'est, allant du 1er août 2018 au 31 décembre 2019, 600 des modèles de Kinshasa étaient concernés. Le clinique universitaire de Kinshasa, l'hôpital général provincial des régions de Kinshasa, Ngalema Medical Center, Agi Hospital, Afia Medical et la police nationale congolaise. L'échantillonnage était exhaustif parce que la taille minimale étant calculée à 245 patients, vu que le fil de nos patients était de 251, on a donc décidé de prendre tous ces patients dans notre étude. Et quels étaient les critères d'inclusion? Nous avons bien sûr que ces patients soient suivis dans ces centres d'analyse précités pendant la période de l'étude, être âgé d'au moins 18 ans et avoir donné son consentement libre et éclairé. Alors, quels étaient les critères de non-inclusion dans cette étude? Tout patient dialysé pour une agression rénale aiguë ou une maladie rénale chronique acquitisée, qu'on appelle également une insuffisance rénale aiguë sur chronique. Tout patient qui ne réside pas à Kinshasa, qui est venu à Kinshasa pour une dialyse de vacances, l'absence de tout résultat essentiel, notamment la parathormone, la 25-hydroxyvitamine D, la parathormone et la phosphatémie. L'état de grossesse et les cancers évolutifs ont constitué nos critères de non-inclusion. Et nos paramètres d'intérêt, notamment les paramètres sociodémographiques, anamnésiques sont les suivants: l'âge, le sexe, la maladie rénale de fond, l'ancienneté en dialyse et les traitements médicaux en cours. Les paramètres biologiques d'intérêt étaient la parathormone intacte, la 25-hydroxyvitamine D, la calcémie totale, la calcémie ionisée, la phosphatémie. Et les paramètres dialytiques également nous ont intéressés, notamment les types de tampons, le bicarbonate prescrit à 35 ou 32 millimoles par litre, les types de générateurs, notamment pour la technique utilisée, hémodialyse classique versus hémodiafiltration, les types de dialyseurs utilisés, est-ce un dialyseur de faible perméabilité, est-ce un dialyseur de haute perméabilité. Notons que les échantillons ont été prélevés avant la séance de dialyse, avant son enchaînement au niveau du laboratoire de H Hospital à Kinshasa pour analyse. Les méthodes utilisées pour l'analyse de nos paramètres d'intérêt sont les suivantes. Pour la 25-hydroxyvitamine D et la parathormone intacte, la méthode utilisée est celle de la chimiluminescence, méthode de troisième génération, avec l'appareil Cobas C411. Quant à la calcémie ionisée, la méthode utilisée était la potentiométrie directe avec l'appareil Cobas 6000 et enfin la phosphatémie avec la spectrophotométrie utilisant l'appareil Cobas C311. Quelles étaient nos définitions opérationnelles durant cette étude? L'insuffisance en vitamine D était définie par un taux de 25 de vitamine D compris entre 20 et 29 nanogrammes par millilitre. La carence en vitamine D était définie par un taux inférieur à 20 nanogrammes par millilitre. L'hypervitaminose D était définie par un taux supérieur à 150 nanogrammes par millilitre. La parathormone intacte avec un remodélage aussi ralenti défini par un taux de PTH intact inférieur à 150 picogrammes par millilitre. La PTH avec remodelage aussi rapide défini par un taux élevé supérieur à 600 picogrammes par millilitre. La calcémie, l'hypercalcémie totale supérieure à 2,6 mmol par litre, l'hypercalcémie ionisée supérieure à 1,3 mmol par litre, l'hypocalcémie ionisée avec un taux inférieur à 1,05 mmol par litre, l'hyperphosphatémie définie par un taux de phosphatémie supérieur à 1,5 mmol par litre, l'hypophosphatémie par un taux de phosphate inférieur à 0,8 mmol par litre. Quant aux définitions opérationnelles des concepts, l'agression rénale aiguë était définie par la présence d'au moins un facteur suivant: l'augmentation de la créatinine supérieure à 26,5 micromoles par litre ou supérieure à 0,3 mg par décilitre en 48 heures, soit l'augmentation de la créatinine plasmatique supérieure à une fois la normale au cours de 7 jours, et une baisse de la diurèse horaire inférieure à 0,5 ml par kilo par heure. La maladie rénale chronique accutisée, je sais que c'est un concept purement
du groupe de néphrologues congolais, hein, concept que nous avons hérité du prof Tseka. Hein, que ça se définit par une agression rénale aiguë surajoutée sur une maladie rénale chronique. Quelles étaient nos méthodes statistiques utilisées? Le logiciel utilisé était le SPSS 21. Nos données catégorielles étaient exprimées sous forme de proportions, les données continues sous forme de moyenne, plus ou moins écart-type si la distribution était gaussienne, et sous forme de médiane et interquartile si la distribution était non gaussienne. La comparaison des groupes, on a utilisé les tests de Kikaré pour les variables catégorielles, les tests de T-de pour comparer les moyennes et les tests de Mann-Whitney pour le test de la médiane. Et les facteurs de risque, les facteurs associés aux anomalies du métabolisme phosphocalcique étaient recherchés par régression logistique multivariée dont le seuil significatif était fixé inférieur à 0,5. Quels étaient nos objectifs? Primo, d'améliorer la prise en charge des anomalies de troubles minéralo-osseux chez les patients hémodialysés chroniques. De déterminer la fréquence et les déterminants de l'hypovitaminose D dans cette population et d'évaluer la cible de la PTH dans cette population selon catégorie 2017 et par rapport à l'évolution de la vitamine D. Voici les protocoles d'approbation de cette étude auprès du comité d'études de l'École de santé publique. Chers participants, quels étaient nos résultats sous forme de tableaux? Alors, nous signalons le curseur. Alors, dans ces premiers tableaux qui synthétisent les différentes caractéristiques des patients du point de vue socio-démographique, nous notons que l'âge moyen des patients dans cette étude était de 56 ans, plus ou moins jeunes. Les hommes étaient plus âgés que les femmes, mais la différence n'était pas statistiquement significative. Des facteurs qui se sont dégagés, notamment les niveaux supérieurs d'études, notamment la prise en charge par une assurance, notamment la consommation d'alcool et de tabac. La différence entre les deux groupes, les hommes étaient supérieurs aux femmes avec des seuils significatifs. Concernant les caractéristiques biologiques, nous notons que le taux moyen d'hémoglobine était bas à 8,5 grammes par décilitre et la différence était rencontrée pour le taux de 25 de vitamine D avec un taux plus bas chez les hommes à 21 nanogrammes par millilitre versus 26 nanogrammes chez les dames avec un seuil significativement atteint. Concernant les paramètres dialytiques, on n'a pas noté une différence entre les deux groupes pendant cette analyse. Concernant la cible de la PTH chez nos patients, nous notons que 49% des patients étaient dans la cible de 2 fois à 9 fois la normale. 4% des patients étaient au-delà de la cible de 600 picogrammes par millilitre. 38% des patients avaient un taux de PTH inférieur à la cible recommandée. Qu'en est-il de facteurs associés de l'hypovitaminose D? Nous signalons qu'en analyse univariée, toutes les variables reprises dans ces tableaux avaient atteint un seuil significatif. Lorsque nous avons établi l'analyse multivariée, il n'y a que 3 facteurs qui se sont dégagés comme facteurs de risque indépendants, notamment le sexe masculin, en multipliant les risques d'hypovitaminose 2 par 2,7 avec le odd ratio,
l'usage de dialyseurs de bas poids, pardon, de faible perméabilité, multipliant les risques d'hypophthalminose de deux fois. L'anémie, multipliant les risques d'hypophthalminose de presque à 4 fois. Les risques est élevé, avec un seuil de statistiques significativement atteint. Alors, notre discussion tournera autour de ces différents résultats. Nous notons dans cette étude que le sexe masculin était prédominant, que 2 tiers des patients étaient hypertendus, 1 tiers des patients étaient diabétiques. Ces données qui se rapprochaient des données déjà rapportées en RDC et puis en Afrique subsaharienne. L'anémie était retrouvée chez 90% de nos patients, également qui se rapprochait des données en RDC et puis en Afrique subsaharienne. Les hommes ont présenté un taux de vitamine D plus bas par rapport aux dames, avec un seuil significatif. Ce qui est rapporté dans la littérature, c'est bien l'inverse, c'est plus les dames qui présentaient une hypovitaminose D par rapport aux hommes. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de lien causal qui pouvait expliquer les données que nous avons rencontrées. Évidemment, ce sont des données que nous avons eues. Nous ne pouvons pas les cacher, nous les avons publiées. Et que le monde scientifique pourra y réfléchir, mais certainement nous pensons que la taille de l'échantillon peut expliquer qu'on peut retrouver cette hypophthalmose plus chez les hommes que chez les femmes. Donc, probablement, lorsqu'on aura un échantillon plus large, dans de futures études, on pourra dégager la bonne attitude ou bien la bonne conclusion. Ce qui a retenu notre attention, c'est que nous avons retrouvé qu'un seul cas de fracture rapporté chez une patiente hémodialysée chronique qui avait des paramètres biologiques suivants: un taux de parathormone intact à 522 microgrammes par millilitre, soit seulement 8 fois la normale, un taux de PTH qui rentrait dans la cible des Cadigo, une hypocalcémie quand même sévère à 0,59 millimol par litre. Concernant les cibles de la PTH dans cette étude, 49 patients, comme on l'a dit, avaient atteint la cible de 2 à 9 fois la normale. Ceux qui étaient en deçà de la cible des Cadigo étaient à 38%. Et 4% des patients avaient un taux de PTH supérieur à la cible, données qui s'éloignent de ceux rapportés par Cavalier et collaborateurs en 2018 en Côte d'Ivoire. Est-ce dû à une disproportion sur la valeur seuil? Parce que dans cette étude, la valeur seuil était de 9 fois la normale par rapport à la population d'Abidjan était autour de 300-400 mg par millilitre, comme la valeur seuil supérieure, qui peut expliquer cette disproportion des résultats. Cette étude qui a été publiée bien après notre étude, récemment en octobre 2024, ça fait un mois, a repris comme objectif l'évaluation de la cible des Cadigo. Et cette étude a trouvé, menée par Yayo, a trouvé que 40% des patients étaient au-delà de la cible des Cadigo. Évidemment, ils ont rejoint notre approche que malgré ces taux très élevés de PTH, malgré cette exposition aux complications osseuses, ils n'ont reçu que 2,5% des fractures, pendant que les autres patients ne se plaignaient. En fait, 39% ont présenté des complications sur des plaintes, et parmi ces 39% des patients, il n'y avait que 2% de fractures.
et les autres se plaignaient des douleurs osseuses, signalant que les douleurs osseuses peuvent aussi être présentées chez les patients qui ont une simple hypocalcémie. Donc, cette étude venait corroborer euh, l'initiative ou bien le constat dégagé de notre étude, pensant que les complications osseuses, au-delà des cibles de PTH, sont-elles en corrélation ou pas dans notre population? Signalons que les remodelages couchés dans la population noire est inférieur à celle des autres continents. Quels étaient les facteurs de risque qui ont émergé et pourquoi? Les sexes masculins, comme on l'a dit, exposés plus à la vitamine D avec une différence statistique significative. Mais dans la littérature, nous n'avons pas trouvé d'explication à ce jour. S'agissant du dialyseur à basse perméabilité, les liens avec l'hypovitaminose D, nous signalons que les dialyseurs à basse perméabilité présentent une faiblesse dans l'élimination des toxines irémiques des poids moléculaires moyens, donc les moyennes molécules. Et ces toxines irémiques s'accumulant dans le sang peuvent inhiber la 25-hydroxylase au niveau du foie et diminuer ainsi le métabolisme de la vitamine D, n'allant pas jusqu'au niveau du rein pour la synthèse de la forme active. Quant à l'anémie, dans cette hypovitaminose D, qu'en est-il? Eh bien, il est connu que l'EPO, l'érythropoïétine, a un pouvoir freinateur de la production de FGF23. Et ensuite, le FGF23 a un pouvoir freinateur sur un alpha-hydroxylase. Et dans la maladie rénale chronique, nous savons qu'il y a un déficit en EPO. Et lorsque l'EPO va baisser, il aura une élévation de FGF23. Je pense qu'ici, cet indice ne devait pas être vers le bas, c'était plutôt vers le haut. Je m'en excuse. Donc, lorsqu'il y aura une baisse de l'érythropoïétine, il y aura une élévation du facteur FGF23 qui va inhiber à son tour un alpha-hydroxylase. Et nous savons qu'un alpha-hydroxylase joue un rôle dans l'activation de la vitamine T. Donc, il y aura une hypovitaminose D en conséquence. Donc, c'est cela le lien que nous avons retrouvé dans la littérature. Alors, cette diapositive rappelle cette action de l'érythropoïétine qui inhibe la synthèse de FGF23 au niveau osseux. Et lorsque le FGF23 sera inhibé, comme je l'ai dit dans la diapositive précédente, il y aura absence de la synthèse de 1-alpha-hydroxylase. Comme toute étude, elle a des limites, hein, cette étude, il faut qu'on l'avoue. La première limite qui se dégage est que le dosage de ces marqueurs du métabolisme phosphocalcique était unique, contrairement à la recommandation des sociétés savantes qui précisent qu'il faut des dosages répétés pour enfin tirer une conclusion, notamment pour la parathormone. La deuxième limite est que cette étude, nous n'avons pas dosé tous les marqueurs du trouble minéralo-osseux et du remodélage osseux, notamment la phosphatase alcaline osseuse, les fibroblastes growth factor 23, la protéine cloto, l'ostéocalcine, ainsi et d'autres facteurs qui ne sont pas repris ici. Et ces limites ne jettent pas l'opprobre sur ce travail. Elle a aussi des forces. Et ce travail a comme première force l'une des rares études multicentriques en Afrique subsaharienne, la première force que nous avons dégagée. Et la deuxième force, cette étude a bénéficié de dosages de troisième génération pour la 25-hydroxyvitamine D et la parathormone intacte, ce qui est recommandé actuellement pour échapper à la reconnaissance d'autres fragments de la PTH. Donc, cette étude a bénéficié
la troisième génération pour le dosage de nos deux paramètres d'intérêt principaux. En conclusion, qu'est-ce que nous devons tirer comme conclusion de cet article? Une grande proportion de patients hémodialysés chroniques congolais présentent une hypovitaminose D, notamment 80%, malgré les climats ensoleillés, l'environnement ensoleillé à Kinshasa, nous avons l'hypovitaminose D. Un peu moins de la moitié des patients ont atteint la cible de Cadigo de 2 à 9 fois la normale. Les autres sont dans les extrêmes. Les résultats montrent l'intérêt d'un contrôle régulier de ces paramètres pour optimiser la prise en charge de nos patients. Les perspectives, allons-nous vers une révision de la cible de PTH dans la population noire? La Société japonaise de néphrologie a fixé sa cible de 1 à 4 fois la normale. De cette étude, il se dégage l'intérêt d'une autre étude pour répondre à cette question de la cible de la PTH avec des marqueurs plus approfondis. J'ai dit et je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Samuel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, s'il y en a. Je vois qu'il y a déjà une question de Yannick. Donc, tu peux peut-être la poser en direct vu que tu, si tu nous entends. Voilà. Premièrement, je voudrais remercier très sincèrement Samuel pour sa très belle présentation et cette étude ô combien intéressante. Je pense que ma préoccupation, elle est d'ordre méthodologique pour juste voir prochainement qu'est-ce que nous devons faire. Dans la présentation sur cette étude à laquelle nous avons participé tous, je pense bien, en présentant la fracture pathologique dans cette étude transversale, est-ce que dans la méthodologie, la présentation de la fracture pathologique, est-ce que n'apparaît-elle pas comme un critère de jugement? Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est approprié de la présenter comme ça? Peut-être que Pierre va nous dire ce qu'il en pense. Et deuxièmement, j'ai trouvé très intéressant qu'en fait, Ouais. On ne t'entend plus. Ouais. Yannick, on ne t'entend plus bien là. On peut peut-être déjà répondre aux critères sur la fracture pathologique. Samuel, je ne sais pas si tu veux répondre qui quelque est chose. l'hypovitamine responsable de Pardon, je crois qu'il est là. Je crois qu'il est encore là. Mais Allô? réponds toujours sur la question de la fracture. On passera à la deuxième partie des questions Oui. après. Alors, la question sur la fracture pathologique, c'est vrai qu'elle n'est pas euh, le but, ce n'est pas dans les objectifs de cette étude. C'est un fait que nous avons épinglé hein, dans les objectifs de cette étude. Il n'était pas question de chercher les complications osseuses. Il n'était pas question d'aller faire, entre guillemets, des biopsies osseuses. Il était d'abord question d'évaluer ces cibles. Est-ce que nous les avons atteints, oui ou non? Après, au fait, c'était un appel du pied d'épingler ces problèmes pour susciter une autre étude qui viendra maintenant évaluer, n'est-ce pas, la part de ces complications, si elles sont présentes ou non. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux donner comme réponse. Un critère de jugement, non, c'était plutôt euh, un aspect qui nous est revenu quand on faisait cet article, qu'il est important, après cette étude, d'aller plus loin, de pouvoir identifier si complications ou oui, ces complications, il y en a ou non. Voilà. Alors, Merci. si je peux dire quelque chose. Donc, c'est sûr que quand on a une étude, il faut bien délimiter les objectifs. Et quand on a des résultats comme ça, d'abord, on a un résultat chez un seul patient. Pour moi,
on pourrait ne pas le mettre dans dans le papier, hein. Alors, en tout cas, je pense que ce qu'il ne faut pas faire à l'avenir, c'est le mettre dans les résultats. C'est-à-dire que dans les Oui, résultats, on ne peut mettre que ce qu'on a défini dans la méthodologie. OK? Donc ici, le d'accord. but principal, c'était la PTH, la 25 vitamine D. Ça doit apparaître dans les résultats clairement. Mais on peut éventuellement euh, donner une information intéressante qui ne serait pas dans la méthodologie, dans la discussion. Si ça s'y prête, je vais dire, hein. Bon, ici, je suis pas sûr que je l'aurais fait parce qu'encore une fois, il y avait qu'un seul patient, mais c'est des choses qu'on peut mettre dans la discussion éventuellement en disant, voilà, ça c'est un résultat, c'est pas vraiment un résultat de l'étude, mais c'est quelque chose qu'on a observé et qu'on va peut-être développer à l'avenir, etc. Mais en tout cas, ce que je pense qu'il faut pas faire, c'est le mettre encore une fois dans les résultats. Dans les résultats, il faut mettre que ce qui a en rapport avec la recherche principale et avec ce qui a été bien défini dans la méthodologie. Voilà, et voilà, ça c'est pour répondre à Yannick. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et on n'a pas bien entendu la deuxième partie de ta question. Euh, alors, la deuxième partie, j'ai trouvé très intéressante le commentaire que Samuel a fait sur l'association entre l'anémie et l'hypovitaminose D par rapport aux résultats qu'il a présentés, je pense, sur le dernier tableau sur la régression logistique. Alors, je voudrais savoir en fait peut-être ce que tu en penses aussi, Pierre. C'est que lorsque nous faisons une régression logistique, je pense que c'est une association dans les deux sens. Donc, est-ce qu'il serait aussi judicieux dans le commentaire de dire que le sens contraire, c'est-à-dire l'hypovitaminose D, aurait été aussi responsable de l'anémie? Mais ça dépend de la question de l'étude. Ici, il y a pas, quand on fait des analyses de régression linéaire, comme ça a été fait ici, que ce soit en uni ou en multivarié, ce qu'on décrit, c'est une association. On Mhm. écrit une association entre un paramètre et un autre paramètre. Est-ce qu'on a un paramètre d'intérêt, ici c'est les vitamines, l'hypovitamine, enfin la concentration de vitamine D, et on voit ceux qui sont associés à ça. Une association, c'est une description. Quand on a une étude comme ceci qui est rétrospective et transversale, on a une association. La causalité, c'est tout à fait autre chose. Hein. Pour démontrer une causalité, en l'occurrence, ici, il faudrait montrer que corriger l'anémie a un effet bénéfique sur la concentration de vitamine D. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à le démontrer d'une part, mais ça veut pas dire que même s'il n'y a pas de causalité, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, hein. Mais il faut bien interpréter les résultats euh, dans les limites de l'étude, qui est une étude encore une fois descriptive. Ok. Donc les études descriptives comme ça permet de éventuellement proposer des études interventionnelles à l'avenir, où ça permet de faire un constat par rapport à certaines limites dans certaines conditions. Mais de fait, ben, je pense que Samuel ne l'a pas fait, hein, y compris dans son article, ça ne démontre pas un lien de causalité. Et pour répondre à ta question, si on fait la même étude, mais en disant, voilà, nous, on veut étudier l'anémie, peut-être que la vitamine D dans l'analyse multivariée va sortir ou pas. Mais disons que c'est une autre question, en fait. D'accord, merci. Donc, s'il vous plaît, j'ai un commentaire par rapport à l'association de l'anémie l'hypovitaminose D. Alors, dans la revue de la littérature, effectivement, il y a eu une étude interventionnelle. Je crois que je vais vous la partager après ce webinaire. Cette étude interventionnelle a corrigé l'anémie avec de l'EPO et il s'en est suivi, c'était sur le modèle animal, il s'en est suivi une normalisation. Je ne sais plus à combien, donc à quelle proportion de la vitamine D. Donc, je vais vous la partager. C'est une étude qu'on a retrouvée, au fait, après, hein, après avoir vu ce lien, on a cherché et puis on l'a retrouvée. Je ne l'ai pas reprise malheureusement dans mes diapositives, mais je vais vous la partager. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on peut poser les questions en direct ou si c'est uniquement par le chat pour les participants. Oui, c'est uniquement Ah, par le chat. uniquement par le chat. Donc, ouais, donc j'aurais dû le dire avant, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais en profiter pour poser d'autres questions. Euh, En tout cas, pour ce qui est de la vitamine D et la PTH, tu en parles un petit peu
dans ton papier, mais tu n'en as pas parlé dans ta présentation. Ce qui est quand même important à intégrer aussi, c'est les traitements éventuels que les patients dialysés pourraient prendre, que ce soit en termes de vitamine D, de calcium, des vitamines D actives, ou encore d'autres médicaments possibles. Alors, je sais bien que la situation est difficile à Kinshasa, mais est-ce que quand même il y avait des données par rapport au traitement? Oui. Effectivement, il y avait des données par rapport au traitement, mais tous nos patients bénéficiaient d'une supplémentation en calcium. Évidemment, c'est une combinaison calcium et vitamine D, 500 mg de calcium élément et 400 unités internationales de vitamine D. Et la majorité ont ces traitements de façon aveugle. Il n'y avait pas de contrôle, hein, il n'y a pas de contrôle régulier de ces bilans phosphocalciques par manque de moyens, parce que la majorité sont des patients qui ne sont pas pris en charge, sont des patients privés. Donc, la totalité des patients avaient ces traitements de supplémentation euh, en vitamine D et en calcium. Mais malgré ça, le taux d'hypocalcémie était retrouvé à 72, hein, donc 72% d'hypocalcémie, malgré cette supplémentation de tous les patients sous ces traitements. Dans ce qu'on voit par rapport à la vitamine D native, euh, disons qu'ils sont tous compliants et qu'ils arrivent tous à payer le traitement, ce qui n'est probablement pas le cas pour tout le monde, on le sait bien, mais enfin bon, qu'importe. Disons que ce serait même le cas. euh, Ce qu'on peut dire sur base de ton étude de manière assez claire, et ça c'est peut-être un point que tu aurais pu discuter un peu plus dans le papier, mais enfin, encore une fois, j'essaie d'être constructif, hein, je ne critique pas pour critiquer, c'est le fait que D'accord. c'est insuffisant. Hein, 400 unités par jour, ça fait 2800, ça fait, si je compte bien, ça fait 2800 unités par semaine. Hein. C'est Mhm. beaucoup trop peu pour les patients dialysés. Ici Tout à en fait. Belgique, en France, on donne entre 25 000 et 12 000 unités par semaine. Donc presque 10 fois plus pour arriver à avoir des taux corrects. Mhm. Donc ça, D'accord. mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est intéressant pour vous aussi de savoir que en termes de calcémie, ben, probablement que c'est peut-être pas toujours suffisant non plus parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'hypocalcémie. Mhm. Mais c'est pas suffisant non plus malheureusement en termes de vitamine D. Alors la vitamine D, je sais pas ceux que vous avez en RDC. En Belgique, on utilise beaucoup les flapules de 25 000 unités qu'on peut donner une fois par semaine. Alors on les donne en dialyse parce que ça améliore la compliance. Au moins on est sûr qu'ils le prennent. Voilà. C'est pas très très cher comme médicament. Bon, c'est quand même quelques euros, mais c'est pas très très cher. Je sais pas si tu as quelques réflexions par rapport à ça. Effectivement, c'est l'explication voilà, qu'on devait reprendre hein, dans notre discussion sur l'apport insuffisant hein, pour la correction de ces... Donc, c'est l'une des causes même de cette fréquence élevée hein, des troubles minéraux chez nous. Voilà. Pour Ouais, ça, tout à j'ai fait. une question en fait par Yannick? rapport à à la vitamine D en fait. Y a-t-il une variation en fait, une différence d'ethnicité entre la population africaine et surtout caucasienne en termes de vitamine D? Parce que souvent on pense qu'on est sous le tropique, il y a le soleil et qu'on est protégé, mais en réalité en fait il y a un vrai déficit si on cherche à creuser. Alors, d'abord, je pense que dans la population européenne, très clairement, quasiment tous les patients dialysés sont déficitaires, sont déficitaires. Pourquoi? Parce que souvent, contrairement à ce qui se passe en RDC, c'est des patients qui sont plus âgés, donc qui bougent pas beaucoup, qui sortent pas beaucoup. Donc, indépendamment du fait il y a beaucoup moins de lumière en Europe qu'en Afrique, enfin en tout cas en Belgique. Ici, il fait noir à partir de 16 heures en hiver. Donc, on a vraiment peu de luminosité. Mais je pense je pense que on peut considérer qu'ils sont quasiment tous déficitaires, les patients dialysés. Alors, en Afrique,
il faut pas toujours penser qu'au soleil, hein. Pensons par exemple, et ça a été bien décrit dans le Maghreb, euh, notamment pour les dames, hein. D'accord, il y a beaucoup de soleil, mais elles sont couvertes elles sont couvertes totalement, notamment dans les pays musulmans, pour des raisons culturelles et religieuses, hein. Et donc, si vous êtes couvert totalement, ben, même s'il y a beaucoup de soleil, vous ne synthétisez pas de vitamine D, évidemment. Donc, ce sont des paramètres qui jouent aussi potentiellement de manière assez importante, hein. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons euh, plus locales au niveau du Congo que je ne connais pas et je vais laisser Samuel éventuellement donner son avis. Bon, déjà, je dois signaler que même dans la population générale, nous avons des cas d'hypovitaminose D. L'étude, si je me souviens bien, du professeur Mandina sur le VIH, l'hypovitaminose D chez le VIH et le sinus sain, c'est vrai que le patient VIH avait une hypovitaminose D plus prononcée, mais même dans la population générale, nous avons des cas d'hypovitaminose D. Donc, le soleil est présent, mais quand il fait très chaud, l'homme se cache, évidemment. On ne s'expose pas au soleil. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans le soleil, mais lorsqu'il fait chaud, on se cache. Donc, c'est-à-dire même cette maladie rénale chronique, qui est un facteur de risque, au-delà d'elle, il y a aussi des patients qui ont déjà des hypovitaminoses D sans être malades. Et je pense que c'est un sujet vraiment d'intérêt que nous devons tous y réfléchir, comment supplémenter tous ces patients dans le dépistage de cette hypovitaminose D. Donc pour moi, c'est le soleil, oui, mais on ne s'expose plus hein, au soleil. On est habillé lourdement, on laisse moins de surface corporelle en dehors. C'est pas comme en Europe où on s'expose, on se bronze. C'est différent ici, hein, chez nous. Même là au Tchad, hein, je crois que la température est très chaude. Voilà. Allez, merci. Et indépendamment de ça, je pense que tu le cites dans l'introduction de ton article. Moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais il semble quand même aussi que la peau noire synthétise moins la vitamine D, moins sensible aux UV que Oui. la peau blanche. Donc, il y a peut-être aussi des explications vraiment physiologiques. Je sais pas, Yannick, tu avais encore une question, je pense? En fait, j'ai retrouvé une question de Marie-France pas dans la bonne place et je l'ai mis dans le chat. Ben C'est une vas-y, question de Marie-France. tu peux la Alors, dire. elle demande, est-ce qu'on avait recherché la notion de prise de calcium avant le prélèvement pour le dosage de la PTH? C'est une question parce qu'elle dit, ça n'a pas été précisé dans la méthodologie, car la cinétique de la PTH après la prise de calcium est telle que ça peut expliquer les patients avec une PTH inférieure de la cible. D'accord. Alors, ces patients avaient pris leur traitement, en tout cas la veille, hein. La veille, mais le jour de l'examen, non. Bon, après, la demi-vie aussi euh, de ces médicaments peut être aussi supérieure à 12 heures, hein. Donc, ce n'est pas exclu, mais le matin, le jour du prélèvement, il n'y avait pas prise de la médication. Voilà. Après, moi, si je peux revenir, je pense que peut-être dans la méthodologie, c'est que est-ce que tu avais la possibilité de préciser cette méthodologie, surtout que tu fais une étude sur une base de données, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a des critères de méthodologie, c'est-à-dire ça, c'est peut-être difficile pour toi dans ton étude précisée, je ne sais pas. Oui, évidemment, cette base de données, elle est de tous les centres de Kinshasa. Nous étions encore assistants lorsqu'elle était, lorsqu'il y avait en tout cas la récolte, hein. Donc, et puis, en échangeant avec le professeur Kajimoulou, qui est le principal investigateur, c'est ce qu'il nous a rapporté. Évidemment, on ne l'a pas signalé, hein. C'est vrai qu'on n'a pas signalé, mais c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Et sinon, peut dire... J'ai... Ouais, pardon. Non, ça va, j'ai pas de questions ici, non. Non. Bon, il y en a qui lèvent la main, mais je pense qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat. Ouais, parce qu'on a... Le Mhm. système ne permet pas de donner la parole Oui, exactement. aux participants. Bon, sinon, Question, je j'ai peux... une question du professeur Ouais, vas-y. Soumaïli. Ouais. Chef Hardin, est-ce que tu la vois, la question? Comme ça, je te laisse la poser. Non, Euh, je pense pas non, qu'on l'a... non, je pense pas. Je l'ai pas vu. Moi, je ne la vois pas, en tout cas. Non, non. C'est dans... OK, je la pose pour vous. Donc, alors je pense que c'est un commentaire venant du professeur Soumaïli. Il dit, beaucoup de personnes sont enfermées dans les bureaux climatisés et même dans les voitures climatisées, peu exposées au soleil et la peau noire est différente des caucasiens. Je pense qu'il a fait un commentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Mais ouais, bah, tout à fait, on en a discuté, hein. Après, moi, Peut-être... je peux juste Ouais, te vas-y, faire un... vas-y, Yannick, euh, vas-y. oui, c'est par rapport à l'hypovitaminose D. Effectivement, ce que moi, j'ai constaté en fait en centre de dialyse, il y a peu de dosage de vitamine D, de la 25-OH. Et c'est quand on l'a fait, on se rend compte effectivement que nos patients dialysés sont carencés. Et actuellement, de plus en plus, on a de la vitamine D hein, sous forme de vitamine D cure à 25 000 unités qui est accessible, mais j'ai pas le vrai coût en fait parce que ça dépend. Les patients ne sont pas pris en charge, hein, ils doivent payer eux-mêmes leur traitement, donc c'est toujours difficile d'arriver à supplémenter correctement ces patients. Et ce qui est pas étonnant, c'est que chez les patients chez qui nous faisons des scanners, par exemple, pour chercher autre chose, ben, on tombe sur des lésions d'ostéodystrophie. Bon, l'ancienne ostéodystrophie rénale hein, osseuse. Donc, ce serait intéressant pour Samuel, qui est très impliqué pour les troubles minéraliers osseux, de s'y pencher. Et je suis sûr qu'on tombera sur beaucoup de choses chez nos patients dialysés. Ouais, alors pour l'hypovitaminose, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, bon, idéalement, il faut en donner. On parle de la mesure, mais la mesure, elle est en fait au niveau purement analytique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas une mesure qui est si facile que ça. Et la mesure, donc le dosage en lui-même, il est cher aussi en fait, hein. Donc le dosage est, je ne veux pas dire qu'il est plus cher que de la vitamine D, mais presque, hein. C'est un dosage qui est potentiellement très cher, surtout si on ne le fait pas souvent, etc. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc c'est un dosage qui est aussi très coûteux. Moi, je pense que c'est justifié dans certaines circonstances, de donner de la vitamine D, 25 000 unités par mois ou 50 000 unités par mois, même sans faire le dosage. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le dosage est cher, et d'autre part, le risque d'intoxication à la vitamine D est quasiment nul quand on utilise ce type de dosage, c'est-à-dire à 25 000, 50 000 unités par mois. Par mois, je parle bien par mois, hein. On n'a aucun risque d'avoir une toxicité avec la vitamine D native. La toxicité à la vitamine D native, euh, ce sont des choses qui arrivent de manière exceptionnelle. Donc, ça n'arrive jamais, sauf quand le patient fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il prend 25 millilitres tous les jours pendant des semaines. Là, on peut avoir une intoxication à la vitamine D. Sinon, avec la vitamine D native, je ne parle pas de la vitamine D active, mais de la vitamine D native, on n'a quasiment aucun risque de surdosage et de toxicité. Donc, je pense que quand on n'a pas accès au dosage, ce qui est le cas des majorités des centres, si j'ai bien compris, en RDC par exemple, je pense que c'est quand même justifié de donner des doses plus importantes si le patient a les moyens de payer, hein, je suis bien conscient de ça, d'office, même sans faire de dosage, je pense qu'il n'y a aucun risque et que c'est bénéfique. OK. Il y a une question en fait de Francis. Il dit, est-ce que la sous-dialyse influencerait-il le déséquilibre entre calmant vitamine D versus phosphatemie, sachant que l'augmentation du phosphore entraîne une baisse de calcium? Je peux répéter?
Attends, Oui, je vois la question aussi maintenant. Je suis dans la question-réponse. Je vois la question de Francis Ayozo. ok. Vous la voyez ou bien sinon je vais la mettre dans le chat comme ça. En fait, la vitamine D native ne va pas influencer trop la calcémie et l'hyperphosphatémie, le taux de phosphore. La vitamine D active va fort influencer ça, hein, la calcémie, la phosphorémie. Mais la vitamine D native a peu d'effet sur la calcémie, la phosphatémie. Et elle va surtout avoir un effet directement au niveau de l'os. Et elle va avoir un effet, mais c'est plus un effet préventif, je vais dire, sur l'augmentation de la PTH. Donc sur le développement futur d'une ostéodystrophie par turnover augmenté. Mais la vitamine D native, encore une fois, parle bien de native, c'est totalement différent avec la vitamine D active, va avoir peu d'effet sur la calcémie et sur la phosphatémie. Et pour ce qui est de la sous-dialysance, je ne sais pas si ça aura un effet sur les taux de vitamine D, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas la réponse. Et il y avait aussi une question de Yves Mayambou, mais je pense que j'y ai répondu dans mon intervention précédente sur la nécessité de donner de la vitamine D sans doser. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire dans des circonstances qui sont les vôtres. Je ne sais pas si Samuel, tu veux rajouter quelque chose? Bon, en tout cas, de notre expérience, notre petite expérience, cette hypovitaminose D est bien présente, hein. Quels que soient les résultats qu'on a trouvés, je pense, pour ne pas exposer nos patients à des complications, à l'avenir cardiovasculaire que nous avons décrite, si on ne dose pas la vitamine D, déjà, nous la donnons avec, pour ne pas faire la publicité des firmes, l'idéos que nous donnons pour complémenter le calcium, mais en réalité, nous donnons aussi cette faible dose que le prof Pierre a souligné, des 4 unités. Déjà, nous donnons sans doser la vitamine D. Donc, je pense qu'il faut continuer de donner. Le prof Pierre a souligné euh, l'effet non toxique de la vitamine D native. Je pense qu'il faut donner cette vitamine D à des doses usuelles parce que cette hypovitamineuse D est présente. À chaque fois que nous dosons, même à ces jours, je suis tombé sur un taux de 10 nanogrammes par millilitre. Donc, c'est-à-dire qu'elle est présente. Continuons de donner et si par chance les patients réalisent une vitamine D, on verra les résultats. Mais il faut donner, même à l'aveugle. Alors le dosage de vitamine D, disons, quand on a accès, par exemple en Europe, on le répète, mais ça sert à rien de le répéter toutes les semaines, hein. On le fait une fois tous les Oui. 3 ou les 6 mois. C'est largement suffisant. Pour la PTH, c'est différent. Je pense qu'il faut le faire plus souvent pour d'autres raisons. Mais pour la 25 vitamine D, ça sert à rien de le refaire. Non, on le fait pas non plus toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois, hein. Tous les 6 mois, tous les 12 mois, c'est largement suffisant. Sinon, c'est gaspiller de l'argent. Alors, je vois une autre question de James Kalunga. Vous avez dit que les sociétés savantes recommandent le dosage multiple de PTH. Pouvons-nous savoir la raison? Est-ce que vous auriez amélioré votre étude si vous avez eu des dosages multiples? Alors, ben, je viens de répondre pour la 25 en vitamine D. Pour la PTH, ça n'aurait probablement pas amélioré la qualité de l'étude, mais ce que les sociétés savantes disent, c'est qu'il faut répéter les dosages de PTH avant de prendre une décision thérapeutique. C'est ça que les catégories disent. Parce que un dosage de PTH isolé chez un patient, c'est très très difficile à interpréter. Ce qu'il faut surtout interpréter, ce sont les variations de PTH au cours du temps. Donc si on voit que ça commence à monter, à monter, à monter, c'est là qu'il faut, si on en a le moyen, intervenir. Et à l'inverse, si on voit que ça descend de trop, c'est pas bon non plus, donc il faut aussi intervenir. Donc c'est plus dans le sens de l'intervention thérapeutique qu'il faut considérer les dosages répétés. Parce que quand vous faites un dosage isolé comme ça, ben, vous pouvez éventuellement dire si la PTH est supérieure ou inférieure à 2 fois, 9 fois la valeur supérieure de la normale, hein.
Donc c'est ça les valeurs de référence. Donc les valeurs de référence, vous devez faire x2 fois 9. euh, donc x2 fois 9 par rapport aux valeurs de référence supérieures du laboratoire. Donc je vais dire les choses autrement. Si la PTH de votre laboratoire, la normale en population générale, c'est entre, je vais dire 50 et 80 picogrammes par millilitre, ben, chez un patient dialysé, vous prenez la valeur supérieure normale, donc 80, et la valeur normale chez un dialysé sera x2 fois 9. Donc x2, 2 fois 80, 160, 9 fois 80, 720. Donc la valeur cible, ce sera entre ces deux valeurs, 180 et 720. Donc c'est ça. Mais donc, encore une fois, vous savez dire plus ou moins où vous êtes, mais vous ne savez pas comment le patient, d'où il vient et où il va. Et c'est pour ça qu'il faut faire des dosages répétés. Il y a aussi d'autres raisons analytiques, c'est-à-dire que le dosage de la PTH, eh ben, il est difficile, et donc il faut parfois ne fût-ce que le répéter parce qu'on peut avoir des variations importantes, mais qui ne sont pas significatives. Donc c'est pour ça qu'il faut idéalement pouvoir répéter les dosages de PTH. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, Yannick, moi je propose peut-être qu'on passe les 10 dernières minutes à discuter de l'article, à faire un review de l'article, mais de manière Moi, maintenant un peu plus générale, si j'ai une question. J'ai besoin, si vous me permettez, professeur, ouais, je vous en prie. d'arracher de vous un commentaire. C'est vrai qu'on a échangé sur cette question à Ah ben, qui nous c'est passons. ça que je voulais faire, c'est ça que je proposais de faire, hein, de faire D'accord, Alors, je vais pas faire uniquement sur ton article, je vais essayer de faire des choses un peu plus générales. Parce que, d'accord. une fois, j'insiste là-dessus, le but n'est vraiment pas de stigmatiser ou de critiquer, de faire des choses négatives, mais de faire des choses Mm. positives. Simplement, quelques réflexions par rapport à l'article que j'espère que vous avez tous lu. Euh, donc, je pense que c'est le cas dans l'article de Sam, mais c'est vraiment très important, et c'est pas du tout un détail, d'avoir un bon titre. Hein. Donc quand vous avez un sujet, c'est très important d'avoir un bon titre, pas trop long, et qui soit un titre qui soit un peu sexy, quoi, hein, qui attire le regard et qui donne envie de le lire. Donc ici, c'est un très bon titre. Hein, c'est vraiment, il détermine bien le, ce que l'étude sera. Il faut pas que il faut que le titre représente vraiment aussi l'étude, hein, et pas donner des choses. Quand je dis que ça doit être sexy, c'est sûr que ça doit être sexy, mais il faut pas mentir non plus, quoi. Il faut que ça représente vraiment euh, le contenu de l'article. Alors, il faut aussi bien choisir son journal, c'est pas toujours évident, et il faut essayer d'éviter ce qu'on appelle les journaux qui sont des journaux prédateurs. Hein. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile, mais parce que pas toujours, c'est pas toujours des journaux qui sont honnêtes avec vous non plus, donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, dans l'introduction, ben, il faut bien poser le problème. Hein. Donc ça, je pense que ton introduction, elle était assez bonne. Si j'ai un truc négatif, enfin négatif, une critique à faire, c'est qu'à la limite, tu as été trop dans les détails de la physiopathologie. Je pense qu'on peut être même un peu plus général. Mais bon, c'était une bonne introduction. Alors, dans la méthodologie, là, il faut vraiment être extrêmement rigoureux quand vous écrivez votre méthodologie. Hein. C'est toujours d'abord commencer, ça c'est un truc qui a manqué dans ton étude, ça peut-être que tu aurais pu faire, c'est d'écrire quel genre d'étude c'est. Donc ici, en l'occurrence, c'est une étude rétrospective, observationnelle et multicentrique. Donc ça, c'est des mots qui doivent apparaître dans toutes les études. Est-ce que mon étude est interventionnelle ou observationnelle? Est-ce qu'elle est prospective ou rétrospective? Est-ce qu'elle est monocentrique ou multicentrique? Ça doit être la première, ça peut être la première phrase de la méthodologie. OK? Voilà, nous avons D'accord. fait une étude, elle est mono ou multicentrique, elle est rétrospective, prospective, elle est interventionnelle ou observationnelle. OK? Donc ça doit être la première, ça peut toujours être, quasiment pour tous les articles, la première phrase de votre méthodologie. Ensuite, il faut décrire la population. Enfin, pas, non, pas décrire la population, mais décrire comme, la population, comment vous l'avez recrutée et sélectionnée. OK? Mm. Donc, ici, ben, c'est quelque chose que tu as bien fait. Il faut bien faire attention de ne pas mettre de résultats dans la méthodologie. C'est parfois quelque chose qu'on a tendance à faire. Euh, donc, on doit mettre les critères d'inclusion, les critères d'exclusion et éviter de mettre déjà des résultats. Par exemple, ici, un petit résultat que tu as mis dans la méthodologie, c'était les traitements.
Ça, pour moi, le fait que le traitement dont on vient de discuter, c'est quelque chose que tu aurais dû mettre dans les résultats, dans la description de la population, pas dans la méthodologie. Bon, c'est un détail, mais voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu, que tu aurais pu faire. Alors, Merci. ensuite, euh, pour les statistiques, tu as bien décrit toute ta population, ce que tu allais mesurer, comment tu allais le mesurer. Hein. Donc, ici, dans une étude descriptive comme ça, euh, il faut bien insister sur l'aspect analytique. Hein. Comment, mais tu l'as fait, hein. Comment j'ai mesuré, avec quel appareil. On peut éventuellement, c'est peut-être pas nécessaire ici, mais parfois, quand on fait vraiment une étude où les dosages ont beaucoup d'importance, c'est noter les CV analytiques des dosages. Hein. Ça peut être important parfois de savoir si le dosage est précis ou pas. Ce que tu as fait, et ça c'est souvent aussi très important quand on fait une étude comme ça, multicentrique, c'est insister sur le fait que les dosages ont été centralisés ou pas. Ici, ils ont été centralisés, mais c'est une force de l'étude. Il faut bien le dire, hein, parce que ça, c'est super important. Surtout pour la PTH, parce qu'on sait que, un dosage de PTH dans un hôpital, ben, c'est pas le même nécessairement qu'un autre hôpital, hein, parce que le dosage n'est pas standardisé. Donc le fait que tu as fait tous les dosages dans un même hôpital, enfin, avec seulement une seule méthode, ben, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Hein. C'est même quelque chose que tu aurais pu mettre dans les forces de l'étude, parce que c'est une force de l'étude, le fait il y ait eu que les dosages soient centralisés. Hein, ça, c'est super important. Ensuite, tu as bien défini, comme tu veux revoir le taux d'hyperparathyroïdie, il faut bien définir euh, euh, enfin, la définition hein, de ce que c'est une vitamine D normale, ce que c'est une vitamine D déficiente, etc. Ça, tu l'as bien fait. Hein. Euh, pour la PTH, je trouve que c'était un petit peu trop, tu as mis trop de critères. Hein, tu as mis inférieur à 15, inférieur à 6. Ouais. Il faut juste mettre, à mon avis, il faut juste insister sur le x2, x9. Dire D'accord. low PTH, c'est ceux qui sont inférieurs à 2 fois la valeur normale, et high PTH, c'est supérieur à 9 et ceux qui sont dans les cibles, c'est ceux qui sont 2 fois et 9 fois. Parce que c'est important de ne pas, d'abord, de de définir, enfin, que tes définitions soient basées sur des choses qui sont quasiment enfin, presque indiscutables, à savoir les Cadigo. Autrement dit, se baser Mhm. sur la littérature. Hein. Les Cadigo disent ça, donc voilà, c'est quand même quelque chose de fort. C'est critiquable, hein, on peut critiquer, mais c'est quand même quelque chose de fort. Et donc ta définition, elle se base sur quelque chose qui est reconnu internationalement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est indiscutable, mais au moins, tu as une référence Reconnu. Cadigo qui est connue et qui est quand même assez reconnue. OK? Alors, pour les analyses statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la première chose à faire, c'est toujours de mettre si la répartition des données, ça tu l'as bien donné tu l'as bien dit dans ta présentation. À la limite, tu l'as mieux fait dans ta présentation que dans l'article, mais bon, c'est pas grave. Si c'est la répartition normale ou pas ou anormale. Hein. Donc, répartition gaussienne ou pas gaussienne, parce que toutes les statistiques vont dépendre de ça par Mhm. après. Hein. Moi, par exemple, ici, dans ton article, tu fais des moyennes et des écarts types. Je suis quasiment sûr et certain que la répartition des valeurs de PTH ne sont pas gaussiennes, en fait. Et donc, tu aurais dû utiliser les médianes et les intervalles et enfin, le P25 et le P75. Il faudra vérifier de ton côté avec un programme statistique pour savoir si la distribution était normale ou pas normale. Mais dans toutes les études Mhm. que j'ai faites, moi, avec la PTH, c'est jamais normal. Alors, ça l'est peut-être, hein, je ne critique pas sans savoir, mais et c'est quelque chose qu'il faut vraiment être sûr de soi pour ça. Et Mhm. alors, il faut savoir que c'est pas grave d'avoir dans un tableau pour certains paramètres des moyennes et pour d'autres paramètres des médianes. C'est normal même. Hein. Ça veut dire qu'il y a certains paramètres qui sont répartis de manière gaussienne et d'autres pas. C'est pas du tout choquant. On n'est pas obligé d'avoir des médianes pour tout et ou des moyennes pour tout. Non. Il y a certains paramètres, ça peut être des moyennes, d'autres paramètres, ça peut être des médianes et c'est pas grave. OK? Ensuite, considération éthique, ben ça c'est très bien. Dans tes résultats, ce qui est bien parfois aussi, c'est toujours de commencer par la description de la population, comme tu l'as fait. Hein. L'âge, le sexe, c'est des choses basiques, mais ça doit toujours apparaître. Ensuite, tu décris bien ta population.
Ce qui peut être intéressant parfois, tu dis par exemple que tu as 6 centres de Kinshasa. Hein. Ça peut être intéressant de savoir combien de centres de dialyse total il y a à Kinshasa, tu vois. Pour se dire si voilà, s'il y a 6 centres et qu'il y a 10 centres à Kinshasa, ben, c'est bien, quoi. Si on a 50, ça reste quand même bien. S'il y a 3000 centres de dialyse à Kinshasa, c'est pas le cas, je pense. Ben, si, on peut se dire, OK, c'est peut-être pas assez. Je sais pas combien il y a de centres de dialyse à Kinshasa, mais ça peut être intéressant de le savoir. Ce qui est aussi parfois intéressant quand on fait des études descriptives, c'est d'avoir un flow, ce qu'on appelle en anglais un flow chart. Hein. C'est-à-dire que tu as tes critères d'inclusion, tes critères d'exclusion, et c'est bien de savoir, dans les 600, j'avais autant de patients au départ. À la fin, j'en ai 200, combien? 285, je ne sais plus exactement. Mais pourquoi j'ai pas repris tous les patients? Parce qu'il y en avait qui avaient moins de 18 ans, et dire, et noter n égale autant. Parce qu'il y avait d'autres critères. Tu prends tous tes critères d'exclusion et tu dis, voilà, j'en ai exclu autant pour ce critère d'exclusion-là. OK? Et Mhm. il y en a autant qui ont refusé. Qui n'ont pas signé le consentement. OK? Et voilà, il y en avait autant dans les 6 centres. Et ça, les reviewers, c'est des choses qu'ils aiment bien voir. Hein. Ce qu'on appelle vraiment un flowchart qui explique comment on est arrivé au nombre de patients étudiés à la fin et combien on en a exclu par rapport à la population qu'on avait au départ. Ça, c'est des choses que les reviewers aiment bien voir. Ça donne un peu, ça donne du sérieux à l'histoire, quoi. Ça va? Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est pas non plus très difficile à faire. Hein. Il suffit de savoir combien de patients on avait au départ, combien on en a à faire et pourquoi on en a exclu, et simplement le montrer dans une figure. OK? Alors, ensuite, pour la suite de tes résultats, euh, une petite critique. Les tableaux sont très bien, tableaux 1 et 2 sont très bien, mais par exemple, après, ton, ton tableau 3, tu mets des nombres de patients. Mais ça ne va pas. Il faut, quand tu mets des nombres absolus, mais tu seras toujours accompagné de pourcentage. Donc, tu vois, par exemple, la colonne 1, ben, tu mets, il y a 11 patients. Entre parenthèses, il faut mettre le pourcentage que ça représente. Parce que 11, pour le lecteur, ça ne veut rien dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de toujours mettre des valeurs absolues sur des pourcentages quand on décrit, quand on veut catégoriser les populations. Là, par exemple, quand on a une PTH inférieure ou supérieure à 600, le total, même tu mets c'est 11, il faut mettre entre parenthèses, ben, c'est 3%, je sais pas, ou n'importe quoi. Ça va? Alors, tu as un tableau pour la PTH. Il est très bien, le tableau sur la PTH, hormis le fait qu'il faut rajouter les pourcentages. Mais ton sujet principal, c'est la vitamine D. Il faut un tableau avec les résultats de vitamine D. Parce que c'est le sujet, c'est un des sujets, un des deux sujets principaux. Alors, par exemple, tu mets un tableau à la vitamine D chez les hommes, chez les femmes, ou en fonction de l'âge aussi. On peut essayer de broder, mais il faut un tableau avec la vitamine D euh, le pourcentage trop bas, le pourcentage déficitaire, les pourcentages insuffisants, etc. OK? Et le pourcentage répété. Quand tu fais, tes tableaux doivent aussi concerner, je veux dire, les deux sujets principaux, donc la PTH, mais aussi la 25 en vitamine D. Donc vos tableaux, en général, il faut toujours un tableau de description de la population, hein, ça doit être le premier tableau, ça c'est très bien, mais il faut aussi que les tableaux résument au plus possible votre article. OK? Et vos résultats. Je vais dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce que je veux dire. Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais c'est pour vous donner une idée, encore une fois. On doit pouvoir comprendre votre article rien qu'en regardant les tableaux sans lire le texte. C'est ça que je veux dire. C'est presque ça qu'il faudrait pouvoir faire, ça va? Un bon article, c'est quand on voit les tableaux et que rien qu'en lisant les tableaux, je peux déjà comprendre presque tout. Je dis pas tout, hein, mais c'est ça que je veux dire quand je dis que vos tableaux c'est vraiment important dans vos résultats et ça doit refléter vos résultats et les résultats principaux. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et bien utilisé quand on catégorise donc les pourcentages. C'est les deux critiques principales que je pourrais avoir. Euh, donc les traitements, tu n'as pas noté par exemple s'il y avait eu des parce que je vois quelques patients quand même avec une PTH inférieure à 15. Est-ce qu'il y avait des patients qui ont été opérés des parathyroïdes par exemple? Ça, il y en a peut-être pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu peut-être mettre.
aussi, parce que les patients enfin, en tout cas en Europe, quand on voit quelqu'un qui a une PTH inférieure à 15, à tous les coups, c'est qu'il a été opéré. Mais c'est peut-être différent en Afrique, hein, mais c'est pas grave, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre, quoi. Euh, alors ensuite, pour la discussion, donc la discussion doit toujours s'articuler de la même manière, hein. Le premier paragraphe, comme ça tu l'as bien fait, ça doit être un résumé le message principal que vous voulez faire passer. Bon, ici, tu l'as bien fait, hein. C'est, voilà, quand on mesure la 25 vitamine D chez nos patients à Kinshasa dialysés, ben, on voit qu'il y a beaucoup qui sont déficitaires en vitamine D et on voit qu'on a un certain nombre de patients qui ne sont pas dans les cibles de PTH. Donc, c'est ça, ça doit être le premier paragraphe, mais ça, tu l'as bien fait. Ce que j'aurais fait plus dans la discussion, parce que tu le cites, mais ça vaut la peine de discuter plus la littérature existante. Alors, par exemple, je pense qu'il aurait fallu plus discuter les résultats des autres publications africaines en termes de PTH et de 25 vitamine D. Parce que ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant à deux niveaux. Soit pour dire, ben voilà, on a plus ou moins la même chose. Et donc, nos études, voilà, sont concordantes, elles ont été bien faites et elles sont concordantes. Ou on n'a pas exactement la même chose et essayer de discuter pourquoi, faire des hypothèses. Une discussion, ça, c'est aussi faire des hypothèses, hein. Et voilà. Donc, c'est important de se comparer toujours aux autres. Ici, vous aviez quand même quelques études africaines pas beaucoup, mais quelques autres études africaines. Donc ça aurait pu être intéressant de plus encore aller dans les détails, en tout cas pour la PTH, la 25H vitamine D, pour comparer par rapport aux études qui avaient déjà été publiées, en disant voir si vous avez plus ou moins que les autres. C'est toujours intéressant de se comparer aux autres. OK? Ensuite, tu as fait une belle discussion globale sur la population générale, etc. Mais encore une fois, il faut vraiment aussi se concentrer sur la population d'intérêt qui est la population dialysée. Alors, ce qu'il faut toujours bien faire aussi, et ça doit être à la fin de la discussion, plus vers la fin de la discussion, c'est parler des limites de l'étude, tu l'as bien fait, et des forces de l'étude. Ça aussi, tu l'as fait en insistant sur le fait qu'on n'a pas beaucoup d'études. Voilà, c'est une première étude avec ses limites, mais qui ouvre des perspectives et qui peut peut-être nous pousser à faire plus de dosage quand c'est possible, ou ici. Ce que j'aurais plus discuté aussi, c'est le traitement que tu donnes. Je pense qu'il y avait des arguments pour dire dans ton article que le traitement que vous donnez en termes de vitamine D est insuffisant. Enfin, pour moi, c'est assez clair par rapport aux résultats. C'est quelque chose que tu aurais peut-être pu dire un peu plus discuter, faire une autocritique, même si on sait tous aussi pourquoi, hein, qu'il y a aussi des problèmes financiers pour les patients. On en est bien conscient de ça, évidemment. Mais c'est quelque chose que tu aurais pu dire en disant, voilà, on donne un traitement, euh, et visiblement, ben voilà, c'est pas assez pour notre population dialysée, quoi. Et alors finir par la conclusion, euh, qui est aussi, encore une fois, un rappel des résultats avec des perspectives, mais ça, tu l'as bien fait, hein, des perspectives pour l'avenir, pour savoir ce qu'on peut faire de mieux à l'avenir. Voilà, les quelques mots que j'avais à dire. J'espère que ce sera utile. Si vous avez, on a, moi, je dois malheureusement vous quitter bientôt, mais si vous avez Oui, attends, oui. une question, Merci, merci professeur Delahaye ouais. pour ces brèves lectures critiques d'articles et c'est très intéressant d'apprendre toujours à vos côtés. Je ne sais pas, docteur Samuel, si vous avez un dernier mot à dire. Bon, je vais plutôt arracher du prof son commentaire sur ce que nous pensons sur des cibles de PTH propres à la population noire. Je ne sais, on en a parlé, hein, mais j'ai besoin aussi d'écouter s'il y a plutôt une évolution dans son avis. Alors, Voilà. Alors, il y a deux moyens de voir les cibles de PTH. Soit on regarde la survie des patients ou l'arrivée de fractures et on voit, voilà, mais ça, il faut un grand nombre de patients, un grand nombre d'événements aussi, et se dire, ben voilà, les patients qui meurent ou les patients qui fracturent, c'était les patients qui avaient une PTH supérieure à autant ou inférieure à autant. Mais c'est pas toujours facile de faire ça parce qu'il faut un grand nombre de données. Ok. Quand on n'a pas un grand nombre de données, et c'est ce qui a été fait
en Europe, aux États-Unis, ben, c'est d'avoir une méthode de référence. Et la méthode de référence, c'est la biopsie osseuse. Mais c'est pas facile à faire non plus. Donc, quand on a moins de patients ou moins de données, on fait des biopsies osseuses et on voit ce qui correspond, quel PTH correspond à un bon résultat de biopsie osseuse. Autrement, on a des os adynamiques, on a des ostéites fibreuses, comme on dit, hein, et on voit à quel taux de PTH ça correspond dans notre population. Mais, euh, alors ça, c'est tout à fait hypothétique et c'est tout à fait des suppositions. Je vais dire autrement, je ne serais pas étonné que les cibles chez le patient africain soient différentes du patient caucasien, hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien, je vais dire. On utilise les mêmes cibles pour tout le monde. Enfin, sauf au Japon. Mais peut-être que c'est différent en Afrique parce que le régime joue aussi, hein, que ce soit sur le calcium, sur le phosphore, sur la vitamine D, le régime influence aussi. Et le régime n'est pas le même en Europe qu'en Afrique. Donc, c'est pas exclu que les cibles de PTH soient différentes chez vous que chez moi. Mais ça, on n'en sait rien. Et c'est pas facile. On croit toujours que établir des valeurs de référence, c'est pour tout, hein, pareil que pour la PTH, on croit toujours que c'est facile. Mais c'est pas si facile que ça, en fait. Et chez le dialysé, pour la PTH, c'est très difficile. Merci, professeur. Le débat est intéressant, mais on arrive au terme de notre exposé aussi. Donc, il faut qu'on vous libère à 30. Du coup, nous remercions en fait nos orateurs, mais aussi notre support technique qui est Laetitia, aussi tous nos participants qui ont assisté à cette présentation. Donc, aussi le comité anti-affront pour leur intérêt porté à cette manifestation scientifique. Évidemment, nous allons continuer l'activité avec un prochain share your article en décembre. Et cette fois-ci, ça sera en anglais, mais cela n'empêche de participer. Donc, mais aussi également, nous vous invitons également à venir nombreux, à vous enregistrer, à vous inscrire à notre prochain congrès AFRAN qui sera en avril en Tunisie. Et sur ce, nous remercions tout le monde et puis on se retrouve dans un prochain webinaire qui sera en décembre. Merci, professeur. Merci à vous. Merci Samuel. Merci, Merci prof. Yannick. Merci monsieur le modérateur. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Sam. Merci, mon premier maître.